Reboussolage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire ? En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophes, entrepreneurs, coachs ou encore prospectivistes. C'est Catherine Dedieu, je suis conseillère de dirigeants. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Reboussolage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Ce 11e épisode de Reboussolage est tout à fait spécial. Il s'agit d'un entretien avec le philosophe Philippe Nassif. J'aurais dû le publier en mars 2022, au moment où Philippe nous a brutalement et tragiquement quittés. J'avais connu Philippe dans la communauté brillante et bigarrée du 24 CPE, l'espace de coworking du Remix, qui était situé cours des Petites Écuries, où j'ai passé 2 ans. Je dois avouer que Philippe m'impressionnait. D'abord, j'étais intimidée par sa prestance d'oiseau de nuit qui arrivait en début d'après-midi pour travailler jusqu'à pas d'heure. Ensuite, j'avais eu la chance d'écouter ses conférences passionnantes, en particulier l'une sur les relations de l'homme avec les technologies et l'autre sur ce que la lecture d'Aristote apporte en entreprise. Je cite « Apprendre à agir de manière vertueuse dans un monde à jamais mouvant et imparfait, et dans cette action, y trouver le bonheur ». Au bout de plusieurs mois, nous avions fini par nouer une conversation. Et j'avais découvert évidemment une culture immense qui allait d'Aristote, des philosophes antiques, à Lacan, en passant par les musiques électroniques, la pop culture. Enfin, vraiment, il embrassait des champs très, très variés. Et en même temps, une personnalité extrêmement humaine et attachante. Philippe m'avait envoyé, il y a quelques mois, un article qu'il avait rédigé pour la revue L'ADN, qui s'appelait « Le paradoxe de l'homme clitoridien ». Et il m'avait semblé nécessaire de lui donner la parole dans Reboussolage et de le faire de façon à la fois, je pense, pertinente et malicieuse dans le cadre de ma mini-série du mois de mars consacrée à la Journée internationale du droit des femmes, en avant-mars. En effet, Philippe me semblait répondre en tout point à la promesse de Reboussolage, qui est d'offrir des points de vue forts, novateurs, iconoclastes. Car Philippe, c'était un être libre de tous les conformismes, et c'est quelqu'un qui développait une pensée profonde, qui était en équilibre entre l'immense culture que j'évoquais il y a quelques secondes, et puis aussi un ancrage dans sa vie d'être humain. Et je commence seulement maintenant à mesurer toute l'étendue et la portée de sa philosophie. Je suis en train de lire un livre qu'il avait publié en 2011 chez De Noël, qui s'appelle « La lutte initiale, quitter l'empire du nihilisme ». Quitter l'empire du nihilisme, je pense qu'il n'y a pas de meilleur programme par les temps qui courent. J'en suis actuellement vers la page 100, mais je sais déjà que c'est un grand livre, et un livre qui va m'accompagner. Il en avait d'ailleurs magnifiquement parlé à l'invitation de Charles Pépin dans l'émission de France Inter, Sous le soleil de Platon, en août 2021, et je vous engage vraiment à écouter cette interview magnifique. Pour finir cette mise en contexte, je voudrais remercier très chaleureusement la compagne de Philippe, Aude, pour m'avoir encouragée à publier cet entretien, et aussi remercier mes amis Yann et Fleur pour leur soutien. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cette 3e émission de l'édition spéciale En avant-mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, je suis heureuse de recevoir un homme, un philosophe, Philippe Nassif. Quelques mots sur son parcours. Cher Philippe, tu as eu une première vie de journaliste. Tu as mené de grandes enquêtes dans le domaine de la culture et de la société. Et puis à un moment, tu as ressenti le besoin de te doter d'outils plus puissants et sans doute plus pertinents pour décrypter la société. Tu as donc repris des études de philosophie jusqu'à en faire ton activité principale. Tu es notamment l'auteur d'essais philosophiques comme « La lutte initiale », Quitter l'empire du nihilisme, qui est paru en 2011 chez De Noël et qui a pour
ambition de décrire les ressources dont nous disposons afin d'imprimer un sens et un élan à nos existences. Tu es l'auteur de nombreux articles, tu animes des conférences et à côté de ta production proprement philosophique, tu mets ton regard de philosophe au service des entreprises dans le cadre de ton agence de philosophie, Philia, etc. Alors Philippe, si je t'ai invité, c'est qu'à l'automne 2021, j'ai lu sous ta plume un article passionnant qui est paru dans la revue L'ADN, avec un titre, vous allez en juger, à la fois mystérieux, audacieux et stimulant, puisque tu l'as intitulé « Le paradoxe de l'homme clitoridien ». Et à l'encontre d'une opinion de plus en plus répandue qui voudrait que les progrès du féminisme remettent en cause la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, tout soutient, au contraire, que c'est en reconnaissant cette différence sexuée que nous pourrions mieux nous comprendre et, sans doute, mieux nous réinventer. Alors Philippe, en quoi est-il encore licite, encore pertinent de parler de différence femmes-hommes ? Disons que c'est un sujet qui me travaille énormément. Est-ce qu'on peut encore parler de différence entre hommes et femmes dans cette atmosphère post-MeToo dans laquelle nous sommes? Il me semble que ces dernières années, la question pour dire des mots, des gros mots, la question d'un propre de l'homme et d'une propre de la femme, la question de la différence dans la relation homme-femme, cette question-là a tendance à être de plus en plus évitée, à être mis de côté comme une non-question. Disons qu'à Paris, dans les dîners en ville, il est devenu de plus en plus difficile de soutenir qu'il y a une différence entre hommes et femmes. Si vous posez la question, si vous lancez le sujet, on va vous taxer de hockey boomer et on va nous dire qu'on n'a rien compris et que cette différence-là, elle est essentiellement culturelle, politique et surtout elle est à déconstruire. Alors tu prends des risques. Je prends des risques. Alors c'est peut-être totalement idiot de ma part, peut-être que ça correspond à ma propre inquiétude sur ce qu'est la virilité, peut-être que ça correspond à ma propre fascination sur le mystère que sont à mes yeux les femmes, mais c'est une question qui m'intéresse et pour être plus sérieux, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée dans la mesure où mon constat, c'est que si aujourd'hui il est avéré dans les discours qu'il n'y aurait pas de différence entre hommes et femmes, que le biologique ne compte pour rien, que s'il y a des différences, elles sont essentiellement, encore une fois, culturelles, politiques, et qu'elles sont à déconstruire, et que, comme le dit la féministe Judith Butler, donc dans son livre Troubles dans le genre, publié en 1990 si je ne m'abuse, il y a 1001 sexes possibles, il y a 1001 genres possibles que l'on peut librement performer. Donc ça c'est le discours mainstream qui s'installe dans toutes les têtes. Mais ce que j'observe, c'est que au moment même où on prétend qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, on assiste à des phénomènes de scission, de séparation, de distance entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de voix aujourd'hui dire finalement, des voix féminines qui vont dire finalement, et même je pense du côté des hommes aussi, on va s'organiser entre nous, on n'a plus besoin de l'autre. C'est Virginie Despentes qui va écrire, lorsque Adèle Haenel s'est levée lors de la cérémonie des Césars, maintenant on se lève et on se casse. C'est Alice Coffin, l'élue parisienne, qui va dire je suis bien content de ne pas avoir à me marier, comme ça m'a évité d'être violée. Donc, et qui rajoute, moi aujourd'hui je ne veux plus lire que des femmes, que des autrices, je ne veux plus m'intéresser à la pensée des hommes. Donc, et c'est des femmes, je le précise, intelligentes, fines, subtiles, mais au moment même donc, où dans le symbolique on voudrait effacer la différence homme-femme, elle revient comme un retour de refoulé, elle revient très fortement dans le réel. Et ce qui nous attend, me semble-t-il, du moins c'est mon hypothèse, c'est que
plus on voudra nier cette différence-là dans les représentations, dans le symbolique, dans le discours, et plus elle s'imposera à nous dans le réel. Donc si nous ne voulons pas aller vers cette société séparatiste, si nous ne voulons pas aller vers un malentendu radical entre hommes et femmes, si nous voulons continuer à vivre et travailler ensemble, et jouer ensemble, alors ça vaut le coup, ne serait-ce qu'à titre d'expérience de pensée, de reposer la question d'un mode propre d'existence, de pensée, de jouissance, dont le centre de gravité serait masculin, et d'un mode propre d'existence, de pensée, de jouissance, dont le centre de gravité serait féminin. Donc finalement, d'une certaine façon, tu inscris ta pensée dans le corps. C'est important aujourd'hui de penser qu'on a une expérience du monde en tant qu'homme, en tant que femme, qui est ancrée dans un corps qui biologiquement est tout à fait différent, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes transgenres qui peuvent passer d'un sexe à l'autre, mais avec de la chirurgie, avec des hormones. Oui, Est-ce que c'est cette question du corps qui permet en fait de réinvestir finalement quelque chose de moins abstrait, des idées moins... moins abstraites, bien sûr. De toute façon, j'y reviendrai peut-être, mais les trans, c'est... l'expérience transsexuelle, elle vient nous prouver précisément que nous ne pouvons pas nous passer du corps. L'expérience transsexuelle, c'est de se sentir... de ne pas se sentir dans son corps et d'avoir une pensée, une raison qui ne correspond pas au corps que l'on a. Donc c'est ce que disait le psychanalyste Pierre-Henri Castel dans La Métamorphose impensable. Le sujet se sait rationnellement homme et il se sait rationnellement femme. Donc les trans qui posent des questions à certaines féministes d'ailleurs, qui les embêtent, réaffirment très profondément qu'il y a de l'homme, qu'il y a de la femme et qu'il y a une différence entre les deux. Mais et donc finalement les mille et un genres de Judith Butler, ça marche pas. C'est pas un continuum alors. Voilà, c'est pas un continuum. Attends, du coup il y a plusieurs questions. Je vais répondre dans l'ordre. Quand tu me demandais s'il y a une pensée du corps, je pense que vraiment le premier constat, en effet, c'est ce que nous a appris toute la philosophie du XXe siècle, hein, c'est dès Nietzsche. Nietzsche rappelle qu'il y a une grande raison et que cette grande raison, c'est le corps. Nous, on ne devrait pas tant s'attacher à cette petite raison qui est logée dans le cerveau. La grande raison, c'est le corps. C'est Merleau-Ponty qui dit « je n'ai pas un corps, je suis un corps ». Et je pense, moi en tout cas, les philosophies qui m'intéressent, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie, c'est les philosophies qui partent du principe que nous pensons, nous percevons, nous imaginons et nous jouissons à partir de notre corps en tant qu'il est sexué. En tant qu'il est sexué. Il y a une féministe, une philosophe féministe aujourd'hui très intéressante qui s'appelle Camille Froidevaux-Métry, qui a écrit un gros livre qui s'appelle La Révolution du féminin et un recueil d'articles qui s'appelle Le corps des femmes, où précisément elle essaye de poser une espèce de phénoménologie du corps sexué et de poser la question de qu'est-ce que ça fait pour un être humain d'avoir des menstruations, des règles, des seins, de vivre ou de savoir qu'il est possible de vivre l'expérience de la grossesse et donc l'expérience de la symbiose avec un autre être, etc. etc. Donc c'est évident que le corps compte et ma réflexion, mon intuition, je pense que le corps, on peut prendre ses distances avec lui, on peut s'amuser à déconstruire toutes sortes de représentations intellectuelles que l'on a. Il n'empêche, il y a bien un moment, j'espère pour la plupart des gens, où on va, pour le dire très vulgairement, où on va baiser. Et je pense que dans la jouissance sexuelle, le corps en tant qu'il est sexué, et donc nos fantasmes inconscients attachés à ce corps sexué reviennent en plein. Donc, je pense que oui, c'est ça, que la différence se réaffirme
pleinement dans la jouissance sexuelle, et on le sait bien que nous n'avons pas le même rapport à la jouissance en tant qu'homme et en tant que femme. Et nous n'avons, et il y a, comme disait Jacques Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale dans notre rapport à la jouissance, notre rapport au désir et notre rapport à la jouissance en tant qu'homme et en tant que femme. Et cette expérience-là de la jouissance sexuelle, elle va rejaillir, elle va redistribuer, elle va colorer tout le reste de notre existence et toutes les autres dimensions de notre vie. Donc en fait, il y a besoin de polarité symbolique. Je pense que oui, nous avons besoin il y a une polarité réelle. C'est de la dialectique. Il y a une polarité réelle et nous, en tant qu'être humain, en tant qu'animal ayant la parole, nous avons besoin de redoubler ce réel par du symbolique. Je pense que c'est beaucoup plus utile, c'est beaucoup plus fécond, c'est beaucoup plus pratique d'avoir en tête cette polarité réelle pour pouvoir mieux s'orienter, se reboussoler, comme tu dirais, Catherine, dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, amoureuses, sexuelles, ou même dans les relations de travail dans l'entreprise. Tu as cité Camille Froidevaux-Métry, qui travaille sur ce qu'elle appelle le tournant génital du féminisme, le fait que, après les combats pour l'égalité politique, sociale, économique, et puis le droit à la contraception, le droit à l'avortement, les femmes aujourd'hui, avec MeToo, se réapproprient complètement leur corps, leurs organes génitaux, leurs règles, leurs seins, la question de leur plaisir sexuel, et aussi toutes sortes de sujets qui sont liés à leur intimité. Je crois que tu es également inspirée par une autre philosophe qui s'appelle Catherine Malabou. Oui, Catherine Malabou, qui est une superbe philosophe française et qui vient de publier un livre qui s'appelle Le plaisir effacé et qui est sous-titré Clitoris et pensée. Et donc c'est un petit livre comme ça où elle essaye de reconstruire une argumentation féministe à partir du clitoris, donc, qui, comme elle l'écrit, marque la place énigmatique du féminin. Et donc, alors là, est-ce que tu peux préciser ? Eh bien, précisément, oui. Elle s'appuie sur une féministe italienne des années 1970 qui s'appelle Carla Lanzi, et qui énonçait, qui a été la première à énoncer que le sexe féminin, c'est le clitoris. Ce n'est pas le vagin. Le sexe féminin, c'est le clitoris. Et on sait le clitoris, c'est le seul organe qui est essentiellement, uniquement dédié au plaisir. On sait que le clitoris n'a été représenté pour la première fois qu'à la fin du XXe siècle, et que c'est un organe qui est presque aussi long que le pénis, même s'il est replié. Voilà. On sait qu'il est comme il marque un espèce d'écart avec le vagin, et on sait aussi qu'évidemment qu'il est porteur de la mémoire de l'oppression des femmes par les hommes à travers les mutilations génitales, l'excision, etc. Donc le clitoris est vraiment le lieu et l'organe la place énigmatique du féminin, et Carla Lanzi donc disait finalement, comme le clitoris autorise la masturbation, elle énonçait que être clitoridienne, c'est penser à la première personne. Donc être clitoridienne, c'est être précisément dans sa singularité, dans sa créativité propre, dans sa personne. Donc voilà, ça c'est le point de départ de la réflexion de Catherine Malabou, c'est de dire finalement il y a et elle est intéressante puisque justement elle va aller contredire les études de genre à la Judith Butler en disant ce serait une erreur d'amputer le féminisme du féminin.
Ce serait une erreur de ne plus penser en termes de polarité féminine et masculine, clitoridienne et phallique, et de prétendre d'appuyer comme ça la révolution féministe, d'appuyer l'émancipation des femmes sur un discours niant un certain propre de la femme, propre que l'on peut cerner sans vraiment saisir, en méditant et en réfléchissant sur ce qu'est cet organe qu'est le clitoris. Alors on parle de temps en temps, et c'est pas forcément un compliment dans la bouche de ceux qui l'emploient, de femmes phalliques. Donc effectivement peut-être reproduisant les schémas masculins de pouvoir. Et j'ai lu sous ta plume une expression qui m'a beaucoup alertée et plu, je dois dire, c'est l'homme clitoridien. Est-ce que tu peux définir comment tu te projettes peut-être toi en tant qu'homme, en tant que philosophe, comme homme clitoridien? Donc être un homme clitoridien, ce serait précisément homme, ce serait un homme, ce serait un être viril, qui assumerait pleinement sa position homme, mais qui aurait su faire place à quelque chose du féminin, à sa capacité à être créatif, à sa capacité à entrer pleinement en relation, à son tact, à sa liberté d'être, à son désir de jouer. À son désir de jouer, parce que je pense précisément que le clitoris, la position femme, elle est du côté du jeu, J-E-U, quand les hommes se disent mais putain, mais qu'est-ce qu'elles veulent, c'était que veut une femme, disait Freud, on comprend pas, non, elles veulent, les femmes veulent jouer, les femmes veulent jouer, pour pouvoir jouir, elles ont besoin de jouer. Et c'est très très clair. Simplement, il se trouve que le langage, nos représentations langagières ont essentiellement été façonnées par des hommes. Jacques Derrida parlait du phallogocentrisme, donc en jouant sur le mot phallus et logos, qui est le discours, la pensée en grec. Donc nous sommes évidemment issus de millénaires marqués par le patriarcat, et le langage est un langage d'homme, et donc qui vient comme ça, qui est inspiré des catégories, des catégories libidinales masculines, et on comprend à partir de là que les femmes aient du mal à s'y retrouver, parce que précisément elles ne sont pas des hommes, et elles ont un rapport au monde et un rapport à elles-mêmes et un rapport aux autres qui n'est pas celui que les hommes ont. Tu citais Jacques Derrida et le fait effectivement que la philosophie a été largement faite par les hommes. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui la philosophie, les philosophes ont un examen de conscience à faire, ou bien une exploration nouvelle? Moi, je me souviens que quand j'étais, il y a fort longtemps, étudiante, j'avais été étonnée de lire dans le banquet de Platon un moment où Socrate se réfère finalement à un premier dialogue socratique qu'il a eu avec une femme qui était une prophétesse qui s'appelait Diotima. Et d'ailleurs, c'était Diotima qui lui a fait son premier dialogue socratique sur l'amour. Et finalement, c'était très curieux de voir que Socrate, qui est quand même Platon à l'origine de toute une filiation philosophique occidentale, il paie sa dette. Il paie sa dette au féminin. Oui, il paie sa dette au féminin, et en effet, il dit oui, moi l'amour, j'en sais rien, mais je vais juste vous dire ce que j'en ai appris de Diotima. Et d'ailleurs, dans La République, il dit dans La République, où il dit la cité idéale sera dirigée par des philosophes froids, et il signale aussi que ça peut être aussi bien des femmes, même si en moyenne il y en a moins.
mais il n'y a aucune raison qu'une femme ne puisse pas être capable d'accéder aux idéalités, aux idées, à la mathématique, et donc d'apercevoir le bien suprême, et donc à partir de là de diriger la cité. Donc il y a cette... en effet, je pense que la philosophie est remise en question par la révolution féministe en cours, mais pas seulement la philosophie, en fait, c'est tous les hommes, et peut-être même pas seulement tous les hommes, mais tous les êtres humains, enfin, je veux dire, hommes comme femmes. Donc, les philosophes sont dans leur temps, et aujourd'hui, il nous appartient, en effet, de tenir compte de cette voie nouvelle qui s'impose dans le débat, qui est la voix des femmes. Et du coup, ça nous prive de beaucoup de facilité, de beaucoup de raccourcis, de beaucoup d'assurance. Et je pense que, encore une fois, voilà, je viens de publier un article qui s'intitule précisément L'homme clitoridien. Et c'est un article que j'aurais pris 2 ans à accoucher parce que ce sont des questions, encore une fois, qu'il faut poser et sur lesquelles on peut avancer avec énormément de tact et de subtilité. Et c'est peut-être ça le premier effet MeToo. C'est bien sûr qu'on peut tout dire, mais il faut prendre soin faut prendre soin voilà, de ses raisonnements, de sa langue, et oui, voilà. Il faut être civilisé. Il faut être civilisé. Oui. Pourquoi pas tu parlais tout à l'heure effectivement un peu d'une forme de divorce entre la biologie et les sciences humaines, la biologie et la philosophie. Et je crois qu'à un moment, dans cet article, tu parles d'un naturalisme cultivé. C'est ça, c'est-à-dire que la vulgate aujourd'hui, ce serait un culturalisme dénaturalisé. Hein, tout est culture. Il n'y a pas de voilà, la biologie n'influe sur rien. Nous sommes des êtres essentiellement culturels, donc nous pouvons, selon notre volonté et notre fantaisie, redéfinir comme ça toutes les dimensions de l'existence. Et un naturalisme cultivé, ce serait dire non, maintenant il y a de la nature, ça insiste, il y a un rock du sexuel. Et il y a ce dur noyau de nuit, hein, pour citer André Breton dans La vie sexuelle, nobody's perfect, nous ne sommes pas entiers, nous ne sommes pas complets, nous venons au monde avec un corps, et donc avec une certaine orientation sexuelle, et le naturalisme cultivé, ce serait cette capacité à sublimer cette limite, cette contrainte qui nous est imposée par notre identité sexuée. Et encore une fois, il y a cette phrase de Maurice Blanchot que j'aime beaucoup, qui est que tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Tout dépassement trouve son centre de gravité dans ce qu'il dépasse. Donc, en tant qu'homme, je peux bien aller au-delà de ma condition essentiellement masculine, mais cet au-delà, je vais le faire en tant qu'homme et en tant que masculin. Je ne peux pas décider d'être femme ou d'être une éponge comme je le veux. Même si j'explore même si c'est un jeu sous contrainte. C'est un jeu sous contrainte. C'est la définition de la sublimation. Et je pense que réfléchissant à ça sur les relations hommes-femmes aujourd'hui, si l'on accepte qu'il y a de la nature qui insiste, si on accepte qu'il n'y a que 2 positions possibles, qui seraient la position homme et la position femme, si on accepte que depuis cette position homme et cette position de femme, nous pouvons pourtant explorer l'altérité sexuelle et qu'une femme puisse devenir un peu mieux virile et un peu mieux phallique, et qu'un homme puisse devenir un peu plus clitoridien, un peu plus féminin. Si on accepte tout ça, eh bien, la seule solution, précisément, c'est la sublimation. La seule solution, c'est d'avoir des rapports alors civilisés entre nous, qui ferait que nous serions capables
de jouir de cette différence sexuelle sans pour autant la consommer. Et sans volonté de domination ? Sans volonté de domination, sachant que voilà, la domination, elle est du côté de la volonté de maîtrise, la volonté de domination, elle est du côté du phallus. Hein, c'est le phallus, voilà, être porteur d'un phallus, c'est être porteur d'une inquiétude permanente sur est-ce qu'elle va tenir droit, est-ce qu'elle va se dresser, est-ce qu'on va me la couper. Donc c'est ça, alors que être porteur d'un clitoris, ce serait plutôt est-ce qu'on va pouvoir entrer dans le jeu JEU, comment nous allons jouer bien, d'une certaine façon. Et les hommes se trompent, hein, les masculinistes se trompent lorsqu'ils disent ouais, les femmes elles veulent prendre le pouvoir et elles vont prendre le pouvoir et on va vivre sous un matriarcat. Je pense pas que ce soit ce que les nanas veulent. Les nanas elles veulent vraiment l'égalité, c'est-à-dire qu'elles veulent étendre les possibilités de jeu. Alors Philippe, nous arrivons au terme de cet entretien. Et il y a une petite tradition maintenant dans Reboussolage, c'est que mon invité partage des livres, des blogs, des films, enfin tout ce qu'il a aimé les derniers temps. À toi. Alors moi, pour rester dans le thème, je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu et même ceux qui l'ont déjà vu de revoir Persona d'Ingmar Bergman, donc qui est un très très grand film de l'histoire du cinéma et qui est vraiment qui tourne autour du mystère de ce que c'est que d'être une femme, donc avec Liv Ullmann et Bibi Andersson. Magnifique film. Un livre que j'ai relu au début du confinement et qui, à mon avis, est essentiel pour nous orienter dans les années 2020, c'est Antifragile de Nassim Taleb, donc un livre de philosophie pratique absolument génial, où Nassim Taleb essaye de réfléchir, ou nous donne en tout cas des clés pour comprendre ce que c'est, non pas d'être solide face au changement et face à la crise, mais d'être antifragile, c'est-à-dire de pouvoir prospérer, de pouvoir connaître des croissances post-traumatiques, de pouvoir grandir en période d'incertitude et de crise. Donc je pense que c'est un livre tout à fait essentiel pour aujourd'hui. Et la troisième recommandation, ce serait de suivre celui qui est sans doute l'intellectuel engagé le plus inspirant, le plus passionnant, le plus décisif d'aujourd'hui en France, et qui est Gaël Giraud. Gaël Giraud, qui est à la fois économiste, mathématicien, spécialiste de la transition écologique, philosophe et théologien, puisqu'il a été ordonné prêtre chez les Jésuites en 2013. Et vous trouverez sur le web énormément d'interventions de sa part. Vous pouvez commencer par un entretien qu'il a donné aux médias Blast il y a quelques mois. Vous pouvez lire un livre d'entretien qu'il vient de publier avec Felwine Sarr qui s'intitule « L'économie à venir », ou attendre sa thèse passionnante de théologie qui sera publiée en octobre et qui essaye de repenser le commun, de repenser ce que ce serait que le commun en s'appuyant sur la pensée chrétienne en général et celle du Saint-Esprit en particulier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à Reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.